Chaque année, la langue française intègre de nouveaux mots au dictionnaire. C'est le principe même d'une langue vivante. Elle bouge, elle évolue avec ses utilisateurs. La langue japonaise fonctionne de la même manière. De nouvelles expressions apparaissent tous les ans. Et en 2005, un mot bien particulier va faire irruption dans le langage courant des jeunes japonais. Il s'agit du terme yandere. C'est une contraction de deux termes, yandere, qui désigne le fait d'être malade, et le terme dere, qui est une onomatopée reflétant le fait d'être amoureux. Ensemble, le terme yandere désigne donc une personne malade en amour. Mais attention, ne vous méprenez pas. Une personne malade, certes, mais plutôt dans le sens folle, voire même psychopathe. Konbanwa, bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les yandere au Japon. Ça fait un bon moment que je voulais traiter ce thème et je pense que aujourd'hui c'est enfin la bonne occasion. Les yandere, si vous ne connaissez pas, c'est un phénomène japonais. C'est souvent représenté comme des filles follement amoureuses et j'insiste bien sur le follement. Elles sont tellement obnubilées par leurs sentiments que si tout ne va pas dans leur sens, elles peuvent devenir violentes très rapidement. Si vous voulez, c'est de la jalousie mais poussée à l'extrême. Au Japon, ça a été une vraie mode, même si la tendance s'est calmée depuis quelques années. Et justement, je vous propose de retracer tout cet étrange engouement japonais concernant les jeunes filles psychopathes. Et vous allez voir que les véritables origines de ce phénomène prennent racine il y a bien longtemps. Yandere et dere. Vous l'avez compris, le mot yandere est une contraction de ces deux expressions. Et dans la langue japonaise, ou tout du moins dans le langage des jeunes, c'est assez fréquent de voir une fusion de deux mots comme ça. Et ce serait dommage de passer à côté durant votre apprentissage de la langue. C'est le grand retour, mesdames et messieurs, de Rosetta Stone. Voilà l'application de langue qui ne passe par aucune traduction. Quand j'ai appris le japonais, il n'y avait pas Rosetta Stone. Et je peux vous jurer que s'il y avait eu cette application, eh bah franchement, j'aurais pu être meilleur. Watashi tachi wa kouen ni ikimasu. Watashi tachi wa kouen ni ikimasu. Et maintenant que voilà, le Japon, même s'il n'est pas encore ouvert aux touristes, il s'ouvre aux travailleurs et aux étudiants, eh bien c'est le moment d'apprendre la langue. Et je peux vous jurer qu'un voyage au Japon sans savoir parler japonais et en sachant juste un tout petit peu parler japonais, ça n'a rien à voir. Et je vais bien sûr vous parler de l'offre spéciale avec 24 langues différentes et à vie pour 174,50 €. En fait, c'est moitié prix, de base c'est 349 €. Tout ça vous l'avez bien sûr dans le lien dans la description et j'ai calculé en plus pour le prix, c'est l'équivalent de 10 mois d'abonnement Netflix. C'est tout. Et pourtant c'est à vie. Et tout dernier point, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. 2005. C'est l'année de la genèse des yandere au Japon. Le terme était très certainement utilisé auparavant par une élite des otaku d'Akihabara, mais c'est cette année-là que l'expression va se répandre chez tous les otaku japonais, et même au-delà. Et tout comme les maid café, les yandere au Japon commencent leur histoire à travers un jeu vidéo. School Days. C'est un jeu vidéo japonais pour adultes sorti le 28 avril 2005, développé par le studio Overflow. C'est ce qu'on appelle communément un jeu érotique, un eroge en japonais. Il prend ici la forme d'un jeu narratif avec une série de petites vidéos d'animation. Et vous m'excuserez, mais je n'ai pas eu le courage de tester le jeu. Tester des jeux pourris, ce n'est pas mon métier à moi. Tout de même, voici un pitch. L'action se déroule dans un lycée, Sakaki no Gakuen au Japon, avec le protagoniste, Makoto Ito. Il côtoie majoritairement deux jeunes lycéennes. Kotohana, qui est la jeune fille qu'il aime, et Sekai, qui est la jeune fille qui l'aide à pécho. Et oui, j'ai bien dit, il côtoie majoritairement ces deux filles-là, parce que dans le jeu, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de filles. Bref, on va se contenter des deux premières. Ce trio de personnages va bien entendu être un triangle amoureux où l'objectif est de voir les scènes de rapprochement entre les lycéens. À la fin du jeu, on peut avoir une des 15 fins heureuses, mais ce qui a rendu le jeu très célèbre, ce sont ces 3 bad endings, les 3 mauvaises fins. C'est ce qu'on appelle en japonais du shuraba, des scènes de massacre. En gros, la fille qu'on aime au début, Kotohana, en nous voyant nous rapprocher progressivement de Sekai, notre meilleure amie, eh bien elle ne l'accepte pas du tout et finit par lui trancher la gorge.
C'est ce qu'on appelle éliminer ses concurrentes de manière plus directe. Et c'est elle techniquement la première yandere, une fille terriblement amoureuse, mais aussi horriblement jalouse. Et c'est intéressant que les codes principaux sont déjà définis juste avec ce personnage. Les armes blanches et aussi les yeux vides pour démontrer la folie lorsqu'elle passe à l'acte. Et un personnage comme ça, les japonais otaku, ils en sont terriblement fans. Le jeu a beau être considéré par la critique comme étant nul, il devient un incontournable. Les dialogues sont pâteux, l'animation est simpliste, et pourtant, tous les japonais qui jouent à ce genre de jeu à l'époque vont passer par School Days pour voir la transformation des lycéennes en folles furieuses. Et avec l'engouement, le jeu sera décliné sur plusieurs plateformes, dont la dernière version est sortie en 2012, soit quand même 7 ans après l'apparition du jeu originel. Mais School Days ne s'est pas contenté d'être un jeu vidéo, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Parce que je pense qu'effectivement, tout le monde attend que je vous parle de School Days, non pas en tant que jeu vidéo, mais en tant qu'animé. School Days Animation. On retrouve le protagoniste Makoto qui est au lycée et qui flash totalement sur Kotohana. Et il décide de suivre une étrange rumeur qui court dans son lycée. Si vous mettez une image de votre amoureux sur votre écran de veille de téléphone pendant 3 semaines et que personne ne s'en aperçoit, alors votre histoire d'amour se réalisera. Il met alors la photo de Kotohana sur son téléphone et son ami Sekai va l'aider à séduire cette jeune fille. Sauf que Sekai, elle est elle-même amoureuse de Makoto. Makoto l'apprend, mais il n'arrive pas à choisir entre les deux filles. Mais en fait, Makoto, c'est loin d'être un garçon charmant. Il représente à lui seul, je pense, la lâcheté et la méchanceté gratuite. Il n'a absolument aucun remords à manipuler toutes les filles qu'il côtoie. Il y a des histoires de coucherie, mais Makoto finit par se mettre officiellement avec Sekai. Malheureusement, Kotohana, elle, n'arrive pas à admettre sa défaite et va vriller très très fort. Mais dans sa folie, ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas seule, elle va être vite rejointe par Sekai. En effet, elle va découvrir que Makoto voit plusieurs maîtresses en cachette. Bref, rebondissement dans l'intrigue, Sekai va avouer à Makoto et à toute sa classe qu'elle est enceinte. Et Makoto, en connard qu'il est, va bien sûr ne pas prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il va donc retourner auprès de ses maîtresses? Non, elles ne veulent plus le voir. Donc il va retourner vers Kotohana. Je vous rappelle que c'est une folle. Et le fait que son amoureux va revenir vers elle, ça ne va clairement pas améliorer sa condition mentale. Sekai, toujours enceinte, qui a été abandonnée et puis même provoquée, va décider de prendre le taureau par les cornes et planter Makoto. Il meurt, et Kotohana, en voyant ça, tue à son tour Sekai. Et pour finir l'histoire, on retrouve Kotohana sur un bateau qui dit « Zutto zutto issho ni yo ne ». Pour vous dire, le dernier épisode où on voit tous ces massacres a été tellement choquant que pour certains diffuseurs comme la TVK, ils ont décidé de le censurer. Mais quand je dis censurer, c'est pas il a été entre guillemets pixelisé ou il y a eu des barres noires, non, c'est qu'il n'a carrément pas été diffusé normalement. Il a été remplacé par une émission de voyage où on voit un ferry naviguer sur un lac. Cette censure a été tellement frustrante pour le studio d'animation que le terme Nice Boat est devenu un mème à travers la communauté School Days. Et justement, School Days, plusieurs jeux vidéo, un animé, un manga, il a été vraiment pompé jusqu'à la moelle. Le dernier yen qu'on pouvait en tirer a été exploité jusqu'au bout du bout. Et ça c'est parce que le public, il en demandait encore et encore, mais vraiment toujours plus. Mais alors, pourquoi ça marche? C'est quand même une folle qui peut aller jusqu'à te planter par jalousie. Pourquoi les Japonais ils aiment ça? Pourquoi les Japonais aiment les yandere? On aime les psychopathes, pas en tant que personne, mais en tant qu'entité. On est curieux concernant leurs actes, et je suis bien placé pour le savoir, mais le true crime devient de plus en plus populaire. Apprendre quel genre de méfait innommable a fait un tueur ou un manipulateur est aujourd'hui une source de divertissement. Alors c'est peut-être malsain, mais je vous rassure, cet engouement ne date pas d'hier, et peut être profondément humain. Pour le psychologue, cette fascination est due à une identification secrète et honteuse. Ces personnages titillent notre sadisme et notre haine de l'autre. Sans aller aussi loin, je pense que c'est un peu le même genre de sentiment qui nous pousse à ralentir lorsqu'il y a un accident sur la route. Alors en apprendre plus sur ceux qui sont passés à l'acte, eh bien ça nous plaît. Et plus une société est quadrillée, plus le plaisir de l'interdit est fort. Si les règles sont trop laxistes, il n'y a pas vraiment de plaisir à les transgresser. En revanche, si elles sont strictes et nombreuses, alors le plaisir est démultiplié. Je pense que vous voyez où je veux en venir, mais dans la société comme celle qu'on a au Japon, avec tout cet aspect communautaire, avec tous ces attachements aux règles pertinentes ou non d'ailleurs, eh bien le plaisir de transgression, il est fort. Et c'est d'ailleurs je pense pour cette même raison que lorsqu'il y a un crime au Japon, eh bien c'est souvent très violent. Peu de criminalité ou de délinquance au global, mais lorsqu'une affaire éclate, c'est un pic de barbarie. Avec les yandere, on a un curieux mélange de deux vecteurs d'attraction humains. En premier, la transgression des codes, comme je viens de l'expliquer, et en second,
l'amour. Et je choisis bien mes mots ici, ce n'est pas le cumul de ces deux vecteurs d'attraction, mais vraiment le mélange des deux. La yandere, elle ne transgresse pas juste quelques codes par amour, elle embrasse complètement la folie et c'est à travers cette folie qu'elle exprime ses sentiments pour l'autre. Le souhait d'être qu'avec cette personne, d'être tout pour elle, de l'accaparer pour soi, et même parfois d'être dans sa peau. Il faut aussi comprendre à qui s'adressent les personnages yandere. Le public ciblé ici, ce sont des hommes qui ne savent pas ou qui n'ont jamais développé de relation avec des femmes. On va dire que pour la définition française, c'est ce qu'on appelle un otaku. Des fans hardcore d'anime qui sortent très peu, il y a une option avec le dakimakura à la maison, mais là on rentrerait dans le cliché. Et comme on s'adresse principalement à cette population-là, eh bien c'est pour ça qu'au début il n'y a pratiquement pas de yandere masculin. Car un homme qui devient fou lorsqu'il est rejeté par l'autre, eh bien même pour l'époque ça n'a rien d'original. Alors que si ce sont de mignonnes jeunes filles qui deviennent mortellement jalouses, eh bien là il y a un décalage, là ça devient intéressant. C'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est ce décalage entre le comportement et le physique. C'est que au fond, ces messieurs veulent avoir une fille aussi amoureuse d'eux au point qu'elle veuille les menacer avec un couteau. C'est une sorte de preuve ultime d'amour en poussant la jalousie à son paroxysme. La réflexion, c'est qu'elle tue par amour. C'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais jusqu'à ce que la mort nous lie à jamais. Voilà pourquoi certains japonais sont fans des yandere, parce qu'elles transgressent les codes et que ce sont de jeunes filles toutes mignonnes et follement amoureuses. L'expansion. Après le succès de School Days en tant que jeu vidéo et en tant qu'animé, c'est à ce moment-là que le terme se répand partout. On parle carrément d'épidémie dans le milieu otaku japonais à cette époque. Et ça, comme je vous le dis, que ça soit dans les mangas, dans les animés ou même à la télévision. On trouve quand même des sous-catégories chez les yandere avec différents degrés de folie, bien sûr. On a celle qui plante ses concurrentes ou par demande de son amoureux, celle qui plante l'amoureux par vengeance, et enfin bien sûr celle qui plante l'amoureux par amour. Et j'aime bien l'explication du producteur de School Days quant à l'engouement des yandere. C'est une manifestation du désir de rechercher plus de sévérité et de faveur envers soi-même. Je comprends un peu ce qu'il veut dire avec le côté où on se fait dominer par l'autre, mais où on est idolâtré. Dans le milieu manga à cette époque-là, pour vous dire, c'est presque essentiel d'avoir au moins un personnage qui est une yandere. Et bien sûr, on les utilise pas forcément toujours par plaisir, mais surtout parce que ça fait vendre. Et pour moi, vraiment, l'apogée, la quintessence de cette mode, c'est le manga et l'anime Mirai Nikki. On va carrément ici avoir pour personnage principal de l'intrigue une yandere. Alors, certains pourraient me dire que c'est Yuki le personnage principal, mais personnellement je le trouve extrêmement transparent face à Yuno Gasai. C'est une folle absolument terrible, mais ce qui est formidable, c'est que on finit par un peu s'attacher à elle alors qu'elle coche absolument toutes les cases à tous les niveaux de yandere. Elle tue ses concurrentes sur demande, son amoureux, mais aussi un personnage encore plus significatif, mais je ne voudrais pas vous spoiler ça. Là encore, la critique populaire va être assassine envers l'anime en disant qu'il est vraiment nul et que le plot est nul, mais pourtant, force est de constater que cet anime est tout de même très populaire. Côté jeux vidéo, on va bien sûr avoir le mondialement connu Yandere Simulator, où la première version est sortie en 2014 et ça a été développé par un américain cette fois. On incarne ici aussi la yandere elle-même, Ayano, qui doit séduire Senpai en éliminant la concurrence. Le succès du jeu en bêta est absolument incroyable et pas qu'au Japon, à un niveau mondial. Vraiment, l'impact est dévastateur, mais malheureusement, le jeu n'est jamais réellement sorti. Il y a eu plein de mises à jour, mais le jeu n'a jamais vraiment atteint sa forme finale. Au Japon, après 2015, la mode se calme. Tout de même, la yandere a réussi à se faire une place de choix dans la pop culture japonaise. Mais le 23 avril 2019, on va passer de la fiction à la réalité. La vraie yandere. Ce que vous regardez, ce sont les tristement célèbres TikTok de celle qu'on surnomme la véritable yandere. Et j'étais juste obligé de vous parler de cette histoire. Pour le coup, elle a été contée de nombreuses fois par mes pairs sur la plateforme, mais en y mettant ma patte, je vous propose de vous conter l'histoire de Yuka Takaoka, la véritable yandere. En 2000. Un avion vient d'atterrir à l'aéroport de Narita. Les passagers descendent de la carlingue un à un. À bord, on retrouve une femme chinoise avec sa fille de 2 ans, Yuka Takaoka. Ils sont venus rejoindre papa qui est au Japon. Lui est japonais et sa mère est chinoise, ce qui fait d'elle une petite hafu. Celle-ci grandit alors dans un cadre japonais assez classique, sans faire de vagues. Elle travaille bien à l'école, surtout en art plastique, en somme une petite fille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire au Japon. C'était une petite fille calme et jolie, diront plus tard ses connaissances proches. Une chaise vient de s'écraser sur le sol et toute la classe se retourne pour voir d'où vient le bruit. Ils voient une fille tremblante avec en face d'elle, Yuka Takaoka,
la fixant du regard. C'est en effet Yuka qui vient de lancer cette chaise à l'autre bout de la salle de classe. En jetant des regards à droite à gauche, elle comprend qu'elle fait peur à ses camarades et donc décide de sortir de la salle. Elle ne veut pas faire d'histoire, mais sa colère est quelque peu justifiée. L'ami de Yuka se serait moqué de son ex, et malgré qu'ils ne soient plus ensemble, Yuka n'a pas voulu laisser passer ça. Je trouve que c'est tout à son honneur, mais la réaction en lançant une chaise à travers la salle était peut-être quelque peu disproportionnée. Mais à part ce petit incident au collège, rien n'aurait pu présager le destin de Yuka Takaoka. C'est la fin du lycée, la petite fille a bien grandi. Ces 3 dernières années ont bien changé notre jeune fille. Elle est tombée amoureuse plusieurs fois, mais son véritable amour, c'est celui de la vie de nuit Tokyoite. Elle sort tous les soirs en ville et traîne dans des lieux peu fréquentables pour son âge. Ses parents, inquiets, ont même demandé l'aide à la police pour savoir comment gérer ce genre de situation, mais elle ne fait rien d'illégal, ils ne sont d'aucun recours. Démunis face à une adolescente qui ne pense qu'à sortir et à profiter de sa jeunesse, ils arrivent tout de même à lui imposer d'aller à l'université. Mais ce ne sera que temporaire, l'appel de la nuit est beaucoup trop fort chez elle. C'est donc assez naturellement que 2 ans après avoir étudié à la fac, elle quitte l'université pour aller travailler dans le monde de la nuit, Tokyoite. Secrétaire en karaoké, barmaid et enfin hôtesse. Ce sont les différents petits boulots que Yuka Takaoka va enchaîner après avoir quitté la fac. Enfin je parle de petits boulots, mais être hôtesse ça peut rapporter gros. Elle va continuer de travailler en tant qu'hôtesse, mais au détour d'une soirée, elle va rencontrer un homme qui va la marquer à vie. Il est resplendissant, il rentre dans le bar et s'assoit doucement à une table. La jeune femme se lève et fait comprendre à ses collègues d'un battement de cils que ça, c'est sa proie. Elle l'aborde, ils commencent à boire, et les deux discutent longuement. Vous savez, le métier d'hôtesse, ça consiste principalement à faire dépenser le client son argent en alcool. Après quoi, l'hôtesse va récupérer un pourcentage sur les dépenses effectuées par son client. Il faut donc qu'elle séduise cet homme pour lui soutirer un maximum d'argent. Mais ici, ce n'est pas l'homme qui va tomber dans les filets de Yuka, c'est Yuka qui va tomber éperdument amoureuse de cet homme, qui s'appelle Luna. Et ce n'est pas par hasard, parce que Yuka Takaoka est en face d'un professionnel. En effet, Luna est lui aussi un host. Le plus fort, c'est qu'il ne le cache pas. Il raconte aussi qu'il a une vie de débauche et qu'il dépense tout l'argent qu'il gagne. Mais cette honnêteté et ce style de vie sans penser au lendemain, ça va plaire à Yuka, qui tombe encore plus sous son charme. Ils vont chacun se fréquenter dans le bar de l'un et de l'autre. Mais plus le temps avance, plus l'échange se déséquilibre. Luna vient dans le bar de Yuka, comme pour la première fois. Mais Yuka, lorsqu'elle vient dans le bar de Luna, eh bien elle dépense des sommes astronomiques. En fait, en dépensant plus d'argent sur son chéri, elle espère monter sa cote pour qu'il grimpe dans le milieu des hosts japonais. Elle veut faire de lui le host numéro 1 de tout Tokyo. Mais malheureusement pour elle, son argent ne suffit pas. Son métier d'hôtesse ne suffit même pas. Alors pour son chéri, elle va se comme ça, elle pourra accomplir le rêve de son homme, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'on voit les premiers prémices d'une folie chez Yuka. Elle amasse beaucoup d'argent, mais multiplie les dépenses et les fantasmes en s'imaginant vivre le parfait amour avec Luna. Et justement, lui, Luna, il voit bien que la situation est en train de dégénérer. Alors en voyant ça, il va lui dire « Luna n'a absolument aucune intention d'arrêter la folie de Yuka. Il ne voudrait surtout pas perdre son fantastique distributeur de billets gratuits, ce serait trop bête. En effet, vous l'avez compris, Luna n'a absolument aucune considération pour Yuka. Il ne la voit vraiment que pour ses désirs, et le pire dans tout ça, c'est que Yuka le sait, et elle l'accepte parfaitement. Tant qu'ils sont ensemble pour elle, le reste importe peu. Mais Yuka oublie un détail crucial, pourtant sous son nez depuis le début. Dans le métier d'host de son petit ami, eh bien ça implique qu'il voit d'autres filles. 23 mai 2019. Cela fait maintenant 7 mois que Luna et Yuka se sont rencontrés. En ce jour, ils sont rentrés épuisés le matin tôt et comptent bien dormir jusque tard dans l'après-midi. Les deux littéralement tombent de fatigue dans le lit. Mais Luna, au bout de quelques heures, sent qu'il a une sensation un peu étrange au niveau de l'abdomen. C'est désagréable, donc il s'agite un petit peu, mais la sensation ne disparaît pas. Ça finit par devenir si désagréable que ça le sort de son sommeil. Il ouvre alors difficilement les yeux, et là, il comprend. Yuka est au-dessus de lui, le regard vide, avec un couteau à la main taché de sang. Son regard laisse transparaître sa folie. Elle voulait tout simplement être ensemble avec Luna pour l'éternité, et si elle ne le pouvait pas de son vivant, alors elle le ferait dans la mort. La sensation que Luna avait, c'était le passage de la lame dans son torse. En réalisant ce qui lui arrive, Luna se tord de douleur. Ce cri qu'il pousse va tout déclencher. Car maintenant, c'est au tour de Yuka de réaliser ce qu'elle vient de faire. C'est comme si elle se réveillait après sa folie. Elle jette le couteau loin de Luna et dit « C'est ce qu'elle répète, mais Luna n'en a que faire. Il sort de la chambre et va pour s'enfuir. Yuka, en voyant son amour s'envoler, ne peut rien faire d'autre que de le suivre. Par réflexe, Luna va frapper sa petite amie au visage pour qu'elle le laisse tranquille. Elle tombe, mais elle n'abandonne pas.
Yuka a gagné de précieuses secondes et s'enfuit vers le hall de son immeuble. Il a le souffle court et la respiration lourde. Il semble tenir, mais il a perdu trop de sang. Sa vue s'obscurcit et au moment de sortir dans la rue, il s'effondre. La dernière chose qu'il voit, c'est Yuka qui s'empresse de le rejoindre. Elle s'en veut énormément pour ce qu'elle vient de faire et appelle la police d'elle-même. La jeune femme se dit qu'il est peut-être encore temps de sauver son amour. La police ne tarde pas, mais un cercle s'est déjà formé autour de Luna et Yuka. Tout le monde regarde la scène, estomaqué. Une petite fille ensanglantée est en train de fumer une cigarette aux côtés de son petit copain. L'homme est amené à l'hôpital le plus proche de toute urgence et la femme se fait embarquer par la police. À ce moment, on voit Yuka dans la voiture de police qui sourit. Elle semble soulagée d'être enfin arrêtée, ou alors elle est fière de son acte. L'histoire aurait pu être un crime passionnel presque anodin pour le Japon. Pourtant, ces quelques photos, une fois publiées sur le net, vont avoir de graves conséquences. Des tweets montrant la jeune Yuka souriante après son crime font le tour du monde. 15 000 retweets en 4 jours. Et Yuka se retrouve alors avec une énorme communauté de fans de yandere venus du Japon et des États-Unis. Et c'est là où on rentre dans le glauque profond, elle est idolâtrée par sa nouvelle communauté. Ils vont même créer une cagnotte pour que sa caution soit payée, mais le site où était organisée la collecte a annulé cette cagnotte qui était quand même grimpée à 3800 $. Pendant ce temps, on apprend que Luna s'en est sortie, miraculeusement presque. Il n'en veut pas particulièrement à Yuka et il comprend aussi ses erreurs à lui. Et comme il n'y a pas de petit profil, il se fait renommer Phoenix Luna pour dire qu'il est revenu d'entre les morts. Et avec ce coup de com', son nombre de clientes a juste explosé. Pour ce qui est de Yuka, ce sera moins joyeux. Même si elle regrette son acte et qu'elle a demandé pardon à Luna, elle sera tout de même condamnée à 40 000 € d'amende et 3 ans et 6 mois de prison ferme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore en prison et sa sortie est prévue pour 2023 ou 2024. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit la dernière fois qu'on entende parler de cette histoire, ou même qu'on entende parler de Yuka Takaoka. Parce que même après le procès, la fanbase, elle s'est pas arrêtée du tout. Les fans de Yuka et de Yandere Simulator ont réclamé un skin Yuka Takaoka dans le jeu. Et heureusement, le développeur ne cédera pas à la demande. Mais il faut vraiment comprendre que ce public qui est ciblé par les personnages Yandere, eh bien en voyant Yuka Takaoka, c'est comme s'il y avait une personnification des fantasmes qu'ils avaient. C'est un personnage animé qui prend vie, elle est vue comme le messie dans cette communauté. L'engouement est glauque mais pourtant incontrôlable, et il suffit d'aller sur le compte Instagram de Yuka pour se rendre compte de la situation. Anata ni aisarete mitakatta. J'aurais bien aimé que ce soit moi que tu aimes. We love you. Hope you're out soon. You are so pretty. Many cute boys want you. Don't do this again. Encore aujourd'hui, après 3 ans, il y a 80 000 personnes qui sont abonnées à son compte. Et comme ce que je viens de vous citer, voilà, il y a des commentaires comme ça tous les jours. La communauté, elle s'arrête pas. Alors, il y a autant de positifs que de négatifs, mais c'est incroyable comment Yuka Takaoka a personnifié le fantasme yandere. Mais pourtant, bien que cette histoire soit connue, eh bien ce n'est pas la première criminelle yandere dans l'histoire du Japon. Il en existe une très similaire qui s'est déroulée dans les années 30 avec une geisha. Et ce qui est terrible, c'est que cette histoire avec cette geisha, c'est le point de départ de l'engouement des Japonais pour les affaires criminelles. Sada Abe, la première yandere. Même si le terme yandere n'existait pas à l'époque, cette affaire démontre parfaitement l'engouement de certains Japonais pour les jeunes filles mignonnes et pourtant psychopathes. L'histoire commence en 1905 avec la naissance de Sada Abe à Tokyo. C'est une jolie fille qui va vivre une enfance plus que difficile. Beaucoup de ses frères et sœurs meurent pour diverses raisons, puis abandonnés par ses parents dans une okiya. Une okiya, c'est une maison où on forme des geishas. Et là-bas, malgré sa beauté, elle ne sera à jamais qu'une courtisane de Baran. Mais sa vie va changer lorsqu'elle rencontre Ishida. Ishida est un homme marié, donc Sada devient la maîtresse de cet homme. Mais seulement pour un temps, car Ishida, au bout de quelques mois, décide de ne plus revoir Sada. Elle savait déjà qu'il ne quitterait jamais sa femme, et pourtant, elle a une jalousie maladive tapie au fond d'elle. En vérité, elle s'est attachée à lui comme elle ne s'est jamais attachée à personne dans ce monde. Alors à l'occasion d'un ultime rendez-vous avec son ancien amant, elle sort un couteau de son sac et menace Ishida. Et là, il va se produire quelque chose de singulier, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Ishida, en étant menacé, il va rire. Il va rire de cette situation. Il trouve cela excessivement drôle que Sada le menace avec un couteau. C'est à partir de ce moment-là que le couple se reforme et tombe dans des perversions de plus en plus sombres. Et ce qui devait arriver arrive, Sada finit par tuer Ishida, presque par sa demande finalement. Et attention, il ne faut pas oublier, elle l'a certes tué, mais par amour. Et elle aussi, tout comme Yuka Takaoka, lorsqu'elle sera arrêtée, elle va sourire.
Et comme je vous l'ai déjà dit, cette histoire, c'est la première histoire où les Japonais vont être passionnés par une affaire criminelle. C'est à un niveau national. Chaque jour, les habitants de l'archipel ouvrent leur journal ou allument leur radio pour savoir quelles sont les nouvelles révélations dans l'affaire. Et ils vont être servis avec les pleurs de la femme d'Ishida, ou encore avec la révélation qu'un politique japonais côtoyait Sada Abe. De nombreuses personnes, en voyant sa photo, tombent également sous le charme de la geisha yandere. Pour vous dire, il y a même des rumeurs qui disent que le juge qui était en charge de sa condamnation est tombé amoureux d'elle. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que sa sentence ne sera pas lourde du tout. 6 ans de prison ferme. Là où le pays a pour habitude de condamner à mort les meurtriers, cette peine est plus que surprenante. Le juge a estimé qu'elle avait tué par amour et non pas par jalousie. Et cette durée en prison ne reflète que la durée dont Sada a besoin pour se réhabiliter à la société. En conclusion, le terme yandere existe peut-être au Japon que depuis 2005, mais la passion des Japonais à l'égard des jeunes filles mignonnes et psychopathes ne date pas d'hier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Sada Abe, je vous invite à aller faire un tour du côté de mes podcasts horreur au Japon sur la plateforme Audible. J'en ai volontairement pas dit, mais je pense que vous comprendrez pourquoi. On était sur un format encore une fois un peu particulier sur les yandere, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.